Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Or Not. Aujourd'hui je suis dans le Or Not, donc un jeu qui n'a pas nécessairement passé par Kickstarter. Je te présente le petit jeu Shards of Infinity qui est un deck building gratuitement fourni par Yellow, soit dit en passant. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir en français, qui existait depuis quelques années en anglais, c'est pour ça que j'en parle. Et qu'est-ce que c'est Shards of Infinity? Ben, c'est un deck building qui va se jouer de 2 à 4 joueurs. Il y a un mode solo si on a l'extension. C'est un deck building de type affrontement, fait qu'on va essayer d'éliminer les joueurs autour de la table. Au niveau de la thématique, on est des gens qui tentent de trouver des cristaux d'infinité pour devenir plus puissants. Quelque chose comme ça. Fait que c'est comme la plupart des deck building, c'est pas une thématique qui est super présente. Là. Achète pas ça pour être avoir une immersion extraordinaire dans une thématique unique. C'est pas ça que tu vas trouver. Mais c'est un petit deck building simple, classique et avec pas beaucoup de règles. Fait que il y a 2-3 petites twists qui vont le différencier d'autres deck building de son genre. Est-ce que ces twists-là sont suffisantes pour justifier un achat? Ben, je vais te montrer comment on y joue, puis ensuite je vais te redire ce que j'en pense. Et j'espère que ça va pouvoir répondre aux questions que tu te posais sûrement sur Shards of Infinity. Donc, au niveau de la mise en place, c'est un jeu qui est relativement simple à placer. C'est un deck building assez classique. On va avoir un deck de cartes commun qui est la rivière, qui va être le marché en fait avec lequel on va composer la rivière. Ces cartes-là sont séparées en 4 factions. Elles ont une bordure noire pour qu'on les reconnaisse. Elles ont leur coût d'achat. Je vais revenir plus en détail sur ces cartes-là. Mais en début de partie, ce qu'on va retenir, c'est qu'on va piger 6 cartes qu'on va aller se placer au hasard pour former notre rivière. Puis on va mettre notre paquet de cartes d'achat juste à côté, puis de règles de base de ce jeu-là, à chaque fois qu'il y a une carte qui disparaît de la rivière, à chaque fois qu'on en prend une, on va tout de suite la remplacer avec la carte suivante du paquet. Les joueurs vont ensuite choisir un héros, fait qu'il va avoir une petite fiche comme ça. Il y a la fiche avec les points de vie qui va commencer à 50 en début de partie. Et il va avoir la fiche avec dans le bas les points de maîtrise qui vont commencer pour le premier joueur à 0. Fait que lui, il va se choisir sa fiche de faction qu'il va placer pas loin, puis disons que le prochain joueur prend celui-ci. Lui aussi, il va commencer à 50 en début de partie, mais comme c'est le deuxième joueur, il va commencer avec une maîtrise de 1, qui est une stat très importante à l'intérieur du jeu. Si on jouait à 3 joueurs, le troisième joueur aurait 2, puis le dernier joueur, si on jouait à 4, aurait 3 de maîtrise. Chaque joueur va commencer avec un deck de cartes personnel, c'est identique pour chacun des joueurs. On va avoir un éclat de l'infini, on va avoir un réacteur d'éclat et on va avoir des cristaux, et également un blaster à l'intérieur, qu'on va avoir des différentes conditions là-dessus. De ce deck de cartes-là, on va brasser ça. Les joueurs vont commencer avec 5 cartes en main, tout simplement. Le deuxième joueur va faire la même chose, il va brasser ça, commence avec 5 cartes en main. Et quand cette petite mise en place-là est faite, on est prêt à commencer à jouer. Comment gagne-t-on, perd-on à Shards of Infinity? Ben, c'est bien simple, chaque joueur a une réserve de points de vie. Si on réussit à amener un de nos adversaires à 0 points de vie, cet adversaire-là va être éliminé, tel qu'indiqué par la petite tête de mort. Si on élimine tous nos adversaires et on est le dernier survivant, ben, on va remporter la partie. Maintenant, comme un tour de jeu se joue en tant que tel, vous allez probablement reconnaître le système, c'est assez classique. La première chose qu'un joueur va faire, évidemment, c'est avec ses 5 cartes, il va pouvoir jouer ses 10 cartes, gagner les ressources qui sont dessus et activer les pouvoirs de ces différentes cartes. Fait que quels sont les comptes qu'on va avoir dans le jeu? Ben, ces cartes-là vont me donner des cristaux qui sont la valeur d'achat à l'intérieur du jeu. Avec ces cartes-là, je vais pouvoir acheter ou engager de nouvelles cartes. On va avoir l'icône de combat, qui est ce petit symbole-ci. Fait que si par exemple je gagne 2 d'attaque, que je vais pouvoir dépenser grosso modo de 2 façons. Fait que faisons le tour. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Si j'ai joué des cartes pour gagner de l'achat, j'ai des pouvoirs d'achat, je vais pouvoir évidemment acheter des cartes qui sont en haut. Dans ce jeu-là, il va y avoir une petite twist. Les cartes sont divisées, comme la plupart des jeux du type, en 4 différentes factions. Les factions sont indiquées ici. Par exemple, ici, ça c'est la faction Spectra, qui sont les roses, les mauves, dis-je, alors qu'on a la section Maquis ici, juste en vert. Quand on achète une carte, on a 2 options. Si la carte n'a pas le mot-clé mercenaire, comme par exemple celle-là ici, le mot-clé mercenaire serait écrit juste ici, bien ces cartes-là, on va les acheter et les mettre tout simplement dans sa défausse.
Fait que plus tard dans la partie, je vais pouvoir les repiger. Fait que ici, par exemple, si je jouais dans ma zone de jeu mes 3 cristaux pour avoir une valeur de 3 d'achat, plus ce cristal-là qui me donne une valeur de 2 d'achat supplémentaire pour une valeur de 5, ben, je pourrais par exemple acheter le champion qui est juste ici, qui coûte 5. Je mets ça dans ma défausse et on remplace immédiatement avec la carte suivante. Ici, je pourrais acheter cette carte-là ici pour avoir un 2 de combat. Je vais revenir dans 2 secondes comment fonctionne le combat. L'autre option que j'aurais eu à la place, donc je n'ai pas acheté cette carte-là, j'aurais pu acheter un mercenaire. Et quand on achète un mercenaire, c'est indiqué juste ici que celui c'est un mercenaire, on a 2 options. Soit on l'achète normalement, on le met dans notre défausse et on va le piger plus tard comme si j'avais acheté un champion ou un allié. Soit je paie son coût, j'achète le mercenaire, je le mets dans ma zone de jeu et je l'active immédiatement. Si je l'active immédiatement, par exemple dans ce cas-ci, ben, je gagnerai immédiatement une valeur de 4 d'attaque le tour même que je l'ai acheté. Je vais quand même remplacer la carte comme ça ici quand on fait ça avec les mercenaires. Et la grande différence, c'est que dans ma phase de fin de tour de jeu, quand je vais redresser mes cartes, défausser mes cartes, piger mes 5 nouvelles cartes, ce mercenaire-là, je ne le garderai pas. Comme je l'ai payé pour avoir un effet immédiat, je vais tout simplement le renvoyer en dessous du marché principal. Il ne viendra pas dans mon deck, je vais n'en avoir profité qu'une fois de façon instantanée. Fait que ça, c'est pour la phase d'achat, comment elle fonctionne. Si je cumule des points de combat, par exemple ces points de combat là ici, ces 2 points de combat, dans mon tour de jeu de base, je vais pouvoir les utiliser pour attaquer les champions adverses. Les champions, eux, de la façon dont ils marchent, dans mon premier exemple, si au lieu d'avoir utilisé le mercenaire, j'avais acheté ce champion-là, mais les champions ils vont venir dans ma défausse, éventuellement je vais le piger, et quand je vais le piger, je vais le jouer devant moi, et tant que mon adversaire ne l'éliminera pas, il va rester dans ma zone de jeu. À tous les tours de jeu, mon champion, je vais pouvoir le taper, en bon terme Magic, je vais pouvoir le taper pour activer son habileté une fois par tour. Fait que si on achète des champions, par exemple, lui dit, si je peux l'activer, puis quand je l'active, je vais gagner 2 d'attaque, plus 2 d'attaque supplémentaires pour chaque allié maquis que j'ai. Fait que chaque autre carte verte qui a le mot-clé allié, ben, il va me donner un 2 d'attaque supplémentaire à chaque tour de jeu que je vais activer mon champion. Fait que si par exemple, plus tard dans mon deck, j'ai cette carte-là, et je la joue, et que plus tard dans le même tour de jeu, j'active mon champion, mais je vais gagner 2 d'attaque, plus 2 d'attaque, parce que j'avais joué précédemment un allié maquis dans le même tour de jeu. Fait que dans mon tour de jeu, mon adversaire pourrait jouer ses valeurs de combat, par exemple ici sont 2 de combat, pour attaquer mon champion ici. Il n'y a pas de jetons dans ce jeu-là. Donc si je ne joue pas 5 de combat dans le même tour de jeu, je ne pourrai pas éliminer ce champion-ci parce qu'il y a 5 points de vie. Mais par exemple, avec mon 2 de combat, si j'attaquais ce champion-ci qui n'a que 2 points de vie, ben le 2 de combat de cette carte-ci serait suffisant pour forcer mon adversaire à défausser son champion. Quand un champion se fait éliminer, il s'en va dans la défausse. Plus tard dans le jeu, on va pouvoir le repiger et le placer dans sa zone de jeu. Puis ça fait pas mal le tour des 3 types de cartes qu'on va avoir dans le jeu. Fait qu'on va avoir des alliés qui n'ont pas le mot-clé mercenaire, je suis donc obligé de les acheter, puis les alliés, c'est les cartes qu'on joue. Ils vont s'activer une fois dans notre tour de jeu et ensuite on va les défausser. Je peux avoir des alliés qui sont mercenaires, que je joue, que je paie et que soit je le mets dans ma défausse puis il va rester dans mon deck, soit je l'active immédiatement au moment où je le joue, au moment où je l'achète, dis-je, mais il va retourner en dessous du deck principal, je ne le garderai pas dans mon deck. Soit j'achète des champions qui, eux, quand je vais les jouer, ils vont rester dans ma zone de jeu puis je vais pouvoir les utiliser une fois par tour jusqu'à temps que mon adversaire les élimine. Et c'est pas mal ça que je vais avoir à faire dans mon tour. L'autre chose que je peux faire dans mon tour, je peux utiliser le pouvoir de mon héros. Chaque héros a un pouvoir de concentration qui me permet de payer un sou pour augmenter mon niveau de maîtrise de 1. Il y a différents effets de jeu aussi qui vont me permettre, par exemple, si j'achète cette carte-là, ça va être une autre façon que je vais avoir d'augmenter mon niveau de maîtrise. Ce petit symbole-là, c'est à ça qu'il sert. Et on peut monter son niveau de maîtrise jusqu'à une valeur de maximum de 30. Puis après, on ne peut pas monter plus haut. Qu'est-ce qu'il fait le niveau de maîtrise dans le jeu? Ben, vous l'avez peut-être remarqué, il va faire que certaines de mes cartes vont être plus puissantes. Par exemple, celle-ci, mon 2 de combat que j'ai déjà dans mon deck en début de partie, si je me rends éventuellement à 10 de niveau de maîtrise, ben, au lieu de me donner 2 de combat, il va me donner 3. Puis si je me rends à 20 de niveau de maîtrise, il va me donner 5. Puis si je me rends à 30 de niveau de maîtrise, ben, vous voyez, il me donne infini. Ce qui veut dire que si j'ai 30 de niveau de maîtrise et je pige ma carte éclat de l'infini, je vais gagner, ben, je vais éliminer l'un de mes adversaires. Si je joue à 2, je gagne la partie automatiquement. Mon réacteur d'éclat, lui, va me dire ben, je vais gagner 3 ou 4 à la place du 2 de cristaux que ça me donne, selon le niveau de maîtrise que j'ai. Et j'ai plusieurs cartes que je vais acheter dans mon deck de jeu
qui vont aussi être plus puissantes selon le niveau de maîtrise que je vais avoir. Fait que ça, c'est la grosse twist du jeu. Les cartes qu'on va acheter, puis il va en avoir quand même quelques-unes dans le deck de cartes. Les cartes que je vais acheter, ils vont s'améliorer au fur et à mesure que la partie va avancer selon le niveau de maîtrise que je possède. Mais à la base, tous les joueurs ont au moins une occasion, une fois par tour de jeu, d'augmenter leur niveau de maîtrise. Quand j'ai terminé ma phase où je joue des cartes en tant que telle, qui est la première phase de mon tour de jeu, on va rentrer dans la deuxième phase, qui est dans la phase d'attaque. La phase d'attaque va me servir à attaquer les autres joueurs, et non pas leurs champions. Les champions, comme je l'ai déjà précisé, si je veux attaquer un champion adverse, je le fais dans ma même phase où je suis en train de jouer toutes mes cartes. Fait qu'avec mon 2 d'attaque ici, je pourrais attaquer n'importe quel champion qui est autour de la table. Une fois que cette phase-là donc est terminée, je passe à la phase d'attaque. La phase d'attaque, je vais regarder les points de combat qu'il me reste, que je n'ai pas encore utilisés, et je vais attaquer mes adversaires directement. Les champions, à moins que ça soit spécifié sur leur carte, ne protègent pas, n'empêchent pas d'attaquer directement les chefs de chaque faction. Fait que cette partie-là est très simple. Quand on attaque les autres, on va déterminer combien de points d'attaque on leur consacre et on va tout simplement baisser la petite roulette qui est comme ça ici. Fait que ici, avec mon 2 d'attaque qui me reste, si j'avais décidé de ne pas attaquer un champion, je pourrais attaquer Volos ou attaquer le champion de mon adversaire. Si on joue à plus que 2 joueurs, on peut séparer l'attaque comme on veut entre les joueurs. C'est nous qui décidons. Et on fait tout simplement sacrifier nos points de combat qu'on va avoir ramassés, qui sont les icônes rouges, et les diviser entre les différents chefs. À ce moment-là, les joueurs, s'ils ont des cartes de protection, une carte de protection, c'est une carte comme celle-là ici. On voit que cette carte-là a un 2 de bouclier. Si moi je me fais attaquer et dans ma main présentement j'ai cette carte-là, je pourrais la révéler et dire tiens, je te bloque 2 des points d'attaque que tu utilises pour m'attaquer. Fait que si je me fais attaquer avec une valeur de 2, j'ai ça dans ma main, je pourrais dire non, tu me fais rien. Ou si je me fais attaquer avec une valeur de 5, j'ai ça dans ma main, je pourrais la révéler, tu me dis tu ne me fais que 3. Et la carte, je la garde dans ma main. Fait que les joueurs vont savoir pendant cette tour de jeu-là, à tout le moins jusqu'à temps que ce soit à moi de jouer, vont savoir que j'ai ça dans la main, donc que j'ai une protection. C'est évidemment cumulatif, fait que si c'est ça que j'avais dans ma main, puis je me fais attaquer pour 7, je pourrais révéler ces 2 cartes-là à mes adversaires, dire non, tu m'attaques pour 5 de moins, donc tu m'attaques seulement pour 2. Je précise qu'on ne peut pas protéger ses champions avec ces cartes-là, on ne peut se protéger que son chef. Fait que si dans la phase où un joueur est en train de jouer ses cartes, dit je t'attaque ton champion qui a 2 points de vie, qui est dans ta zone, et moi j'ai cette carte-là dans ma main, je ne pourrais pas la révéler pour protéger mon champion. Je ne peux que me protéger moi-même avec cette dite carte-là. À ce moment-là, évidemment, si un joueur qu'on amène et qu'on fait perdre son dernier point de vie, il est éliminé de la partie. Puis on va continuer si on est dans une partie à plus de 2 joueurs. Si on est à 2 joueurs seulement, évidemment, s'il y a une élimination, la partie est terminée. Après la phase d'attaque, on est dans un deck building classique, fait que toutes les cartes que j'ai jouées et toutes les cartes qui me restent en main, c'est tout défaussé. On envoie ça dans notre défausse. Si on a des champions qu'on a activés, on les redresse. Mais tous les alliés qu'on peut avoir achetés, on va les mettre dans notre défausse. Tout simplement, tous les alliés qu'on va avoir joués dans notre tour de jeu aussi, on va les mettre dans notre défausse. Si on a engagé des mercenaires de façon temporaire, donc on les a payé le coup pour les activer immédiatement le tour qu'on l'a acheté, dans cette partie-là du jeu, si le mercenaire, on le renvoie en dessous du deck, on ne le garde pas. On repige 5 cartes. Si jamais, comme dans tout bon deck building, on arrive à un moment où il ne nous reste pas suffisamment de cartes dans notre deck pour piger, on va piger le nombre de cartes qui nous reste dans notre deck, on va prendre notre défausse, on va la brasser et on va piger ce qui nous manque pour se rendre jusqu'à 5 cartes en espérant ne pas garocher des cartes partout sur la table. Ensuite, tous les joueurs vont tourner en rond comme ça, chaque joueur va faire son tour, ça va revenir à nous. Puis là, on va pouvoir jouer nos 5 cartes, activer nos champions, acheter des nouvelles cartes, engager des mercenaires de façon permanente ou temporaire selon ce qu'on veut. Quand on a fini de faire ça, une nouvelle phase d'attaque. Les points d'attaque qui nous restent, on divise entre les différents adversaires qui peuvent se défendre avec des cartes de protection s'ils en ont. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'il ne reste qu'un joueur vivant. Shards of Infinity vient également avec une extension qui s'appelle les Reliques du Futur. J'ai plus la boîte, je la montrerai bien, mais je l'ai plus, je garde pas ça des boîtes d'extension. Qu'est-ce que ça amène, les Reliques du Futur? Premièrement, ça t'amène plus de cartes que tu peux mélanger dans ton deck principal, un petit peu plus de variété, puis j'aime bien quand on me donne un petit icône qui est juste ici en bas à gauche qui me permet de reconnaître les cartes qui sont dans l'extension. On vient avec le mode des reliques. Le mode des reliques, c'est que chaque joueur va avoir 2 reliques qui sont à sa couleur. Fait que si par exemple je choisis ce personnage-là pour commencer, normalement dans le jeu de base ils sont tous pareils, mais là il va venir avec ces 2 reliques à sa couleur. Quand j'aurai atteint un niveau de 10 de maîtrise,
Je vais choisir l'une des deux reliques que je vais aller mettre dans mon deck. Lui, c'est un allié, fait que je vais le brasser dans mon deck. Et quand je vais le jouer, quand je vais jouer cette carte-là, je vais avoir des pouvoirs particuliers, des pouvoirs très forts, etc., etc. Fait que ça permet de rendre les factions un petit peu différentes, dis-je, entre elles. Autre chose que ça amène, ça va amener des modes de jeu qui sont différents, qui sont juste, tu n'as pas besoin de matériel supplémentaire, ils sont juste expliqués dans le livre de règles. Fait que tu as le mode 2 contre 2 si tu joues en équipe. Tu as le mode arène à 3 joueurs qui est plus brutal que le mode à 3 joueurs normal. Et tu as une espèce de défi solo qui est quand même assez intéressant à jouer, qui est quand même assez bien fait. Puis ce que j'aime, c'est qu'il ne te rajoute pas de matériel, tu fais juste te servir du matériel de base. Donc, c'est pas mal ça que tu vas avoir dans les Reliques du Futur, dans l'extension de Shards of Infinity. Fait que si tu veux jouer en équipe ou si tu veux jouer solo, c'est une extension qui est quand même assez intéressante à avoir. Donc voilà, c'était Shards of Infinity. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, comme d'habitude, au niveau des composantes, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce jeu-là. Tu as principalement deux composantes. Tu as ces espèces de grandes roulettes-là, ces espèces de grandes tuiles-là pour identifier tes statistiques de personnel, tes chiffres personnels. Très bien fait, rien à dire là-dessus. Au niveau des cartes, la deuxième composante du jeu, le visuel des cartes, je le trouve très intéressant. L'iconographie, le texte est très clair. Le jeu est disponible en français, soit dit en passant. Par contre, la qualité des cartes est... il va falloir que tu le sleeves, ce jeu-là. Il n'y a pas énormément de cartes, ça ne te coûtera pas 400$ de sleeve. Mais si tu es un joueur qui aime avoir des cartes en bon état, c'est un jeu que les cartes, j'ai l'impression qu'elles vont s'abîmer. La qualité des cartes n'est pas extraordinaire. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Je dirais quelque part dans le milieu. À part ça, au niveau du gameplay, comme je l'ai dit au début, c'est un deck building très classique. Fait que tu vas savoir rapidement si c'est le genre de jeu que tu aimes ou non. Il y a, je te dirais, deux aspects que je trouve intéressants qui le démarquent quelque peu d'autres deck building du genre Hero Realms ou Star Realms, ce genre-là. Je trouve peut-être une petite affaire supérieure à Hero Realms et Star Realms à cause de ces mécaniques-là. C'est la mécanique des mercenaires où tu peux recruter un mercenaire, l'utiliser instantanément puis ensuite le défausser. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je veux dans mon deck. Je l'achète, je le fais, puis je m'en débarrasse tout de suite après. Ça, c'est une thématique, une façon de jouer, dis-je, que j'ai trouvé intéressante. Et j'aime beaucoup la façon dont la maîtrise fonctionne. J'aime l'idée que ma carte que j'achète ou certaines de mes cartes de départ vont être de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes au fur et à mesure que la partie avance parce que j'augmente mon niveau de maîtrise. Ça peut même être une stratégie parce que tous les joueurs ont une carte qui va tuer instantanément quelqu'un si ton niveau de maîtrise est maximisé. Fait que cette petite twist-là, c'est mineur, mais j'ai beaucoup aimé ça. Le reste de la mécanique, c'est vraiment très 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 classique. Fait que j'ai les cartes vertes fonctionnent bien avec les vertes, les bleus fonctionnent bien avec les bleus, les mauves avec les mauves, les brunes, grises, beiges avec les cartes de la même couleur. Les factions vont créer des effets de combo entre elles. Tu vas essayer d'acheter des cartes qui vont faire des bons combos avec ce que tu as déjà dans ta main. Tu vas essayer d'avoir quelques champions que tu peux réactiver à tous les tours. Tu vas essayer d'avoir des cartes qui guérissent, des cartes qui vont détruire des cartes de ton deck. Le reste, c'est très très classique. Fait que si tu possèdes déjà Hero Realms, Star Realms, Marvel Legendary, d'autres jeux de deck building, c'est peut-être pas une addition absolument essentielle à ta collection. Par contre, si tu n'as pas plusieurs jeux de deck building ou si tu n'en as pas un très petit qui se joue très rapidement, parce que c'est probablement là qu'il y a quelque chose qui va shiner, c'est qu'il y a des belles règles intéressantes et ça se joue à deux joueurs en une trentaine de minutes, 25-30 minutes. Fait qu'il est plus dans la catégorie Hero Realms, Star Realms, ce genre-là, que dans la catégorie des Legendary ou des Thunderstone ou de ce genre-là. Fait que c'est un petit jeu simple et rapide qui s'explique très très vite. Mon vidéo, pour une fois, tu vas voir, ne sera probablement pas très long, ce que j'espère. Fait que ça te donne une bonne idée que c'est un jeu qui s'explique vite. Il n'y a pas 1000 choses à voir, tu as 3-4 ressources à gérer, tes points de vie, ton achat, ton niveau de maîtrise, puis ton attaque. Fait que c'est juste ça que tu as à gérer dans toute la partie. Fait que intéressant, c'est pas essentiel dans ta collection si tu en as d'autres du même genre, mais si tu cherches un petit deck building rapide, sympathique, qui se joue vite puis qui s'explique bien et qui est disponible en français, mine de rien, ça vient de sortir en français, fait que ça peut être une addition intéressante à ta collection. Sur ce, comme d'habitude, j'espère t'avoir éclairé sur ce qu'est Shards of Infinity ainsi que son extension. Je finis d'ailleurs ma petite critique avec l'extension. Si tu achètes le jeu, j'achèterai tout de suite l'extension qui vient avec. C'est pas un jeu qui est dispendieux. L'extension n'est pas dispendieuse non plus. Fait que si ça t'intéresse, prends l'extension. Ça donne des petits pouvoirs qui font que chaque faction est un peu différente. Ça rajoute plus de cartes dans le deck. Toujours intéressant. Et pour moi, ça donne un mode solo que je trouve intéressant aussi. Je ferme ma parenthèse sur l'extension. Donc, j'espère t'avoir éclairé sur ce qu'est Shards of Infinity. Moi, évidemment, comme d'habitude, je vais t'inviter à venir t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à venir nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pourquoi pas, à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on tente de continuer à t'offrir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao,
À la prochaine et fais attention à toi.